Bonsoir, peut-être bonjour, ou en tout cas bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Débat de la semaine qui parle cette fois-ci des élections présidentielles, législatives et provinciales. En tout cas, la RDC se prépare à organiser ces 3 scrutins combinés le 23 décembre prochain pour la présidentielle. C'est quelques chiffres nous parvenus de la part de la CENI. 21 candidats sont alignés à l'élection présidentielle et 15 335 pour l'élection provinciale. L'élection à la députation nationale. 19 640 candidats vont compétir à l'élection de députés et provinciaux. En tout cas, tout calcul fait, vous vous rendez compte que nous avons la moyenne de 27 candidats pour l'élection provinciale, 30 pour la députation nationale et 21 candidats compétissent pour l'élection du président de la République. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques aussi, parce que ces candidats se jetent à l'eau dans ces contextes, c'est parce qu'il y a à peine 715 postes pour les députés provinciaux, alors qu'ils sont 19 000. Et quel est l'enjeu de ces élections? Partis politiques et éducation civique, où en sommes-nous? Et on va parler également de la promotion des valeurs citoyennes. On en parle avec nos 4 invités. Le plateau est en tout cas exclusivement féminin. Et je commence par Madame Docteur Esther Ntabazolo. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous êtes du parti politique, votre parti politique est l'UNC, vous êtes l'UNC de Vital Caméré, vous venez de l'Afrique du Sud. Pour compétir à cette élection, je reviendrai à vous tout à l'heure. À droite, elle est un tout petit peu malheureuse parce qu'elle a été recalée, mais elle est quand même avec nous, Madame Rita Matota. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur les journalistes. Et je termine par Madame Photo Patricia. Bonjour Madame. Vous êtes de l'ARC, Alliance pour le renouveau du Congo. Alors je commence par vous, Madame, vous êtes candidate à l'élection à la députation provinciale, nationale, merci beaucoup, à la députation nationale. Je vais vous interroger cette fois-ci avec ma collègue Nour Baïta qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour. Voilà, on se retrouve avec Madame Photo. Vous êtes candidate à l'élection députation nationale, vous avez dit. Alors, pourquoi êtes-vous candidate? Quand on voit le pléthore des candidats, nous avons, je le disais tout à l'heure, 15 000, en moyenne 15 000. Donc, vous devez compétir 30 personnes pour un poste. Pourquoi êtes-vous candidate? Je suis candidate. L'idée m'est venue après un constat sur la gestion catastrophique de notre République. Et j'ai donc pensé à me lancer en politique. Et de là, j'ai aussi songé à postuler à la députation nationale pour pouvoir exercer mes fonctions au sein de l'Assemblée nationale et pourquoi pas dans les institutions de la République, parce que les femmes sont déjà moins représentées. Il faudrait que les femmes se lèvent et s'engagent en politique pour pouvoir promouvoir la bonne gouvernance et une bonne gestion de la République. Allez-y, on reviendra tout à l'heure à vous. Docteur Esther Ntabazolo, vous n'avez pas été au Congo depuis plus d'une dizaine d'années. Vous revenez au pays. Pourquoi postuler alors que vous gagnez mieux? Non, là vous êtes en Afrique du Sud. Bon, moi j'ai postulé comme candidat député provincial à Ngaba parce que je suis natif de Ngaba. L'objectif c'est donner une nouvelle image à Ngaba. Réputé comme commune de voyous de Koulouna, de Bandumba, j'aimerais prêcher par l'exemple. J'ai postulé pour être défenseur, pour défendre ma commune, pour défendre la population d'Ngaba, c'est ça. Montrer au monde qu'en Ngaba, il y a quand même les gens qui ont étudié, malgré la pauvreté, malgré les difficultés qu'ont connues nos parents d'envoyer les enfants à l'école, Ngaba a réussi à faire instruire au moins ses enfants aussi. Donc je fais partie de ces gens qui font la fierté de notre commune d'Ngaba. Merci beaucoup Madame pour ces petites explications. Certainement nous allons revenir là parce que vous avez vraiment une bataille dure. Hein, les toutes statistiques faites, je me souviens que vous êtes une quarantaine pour seulement un siège. Madame Christiane Moleka, vous êtes de la Tchangou, Union des Congolais pour les progrès. Vous vous définissez un peu comme du centre. Et pourquoi êtes-vous candidate? Oui, merci. De ma nature, je porte le nom de Moleka Mogwa Christiane. De ma nature, j'aime aider les gens. Tenant compte de tout ce qui se passe dans notre district, parce que je suis de Tchango, et Tchango est connu comme un millier de gens qui n'étudient pas.
Quand vous parlez de Tchango, les gens se moquent de vous. Ce sont des bandits qui sont là-bas. Ce sont des gens qui n'ont pas de belles maisons. Tout ça. Donc, ces constats au rapport de l'infrastructure de Tchango, on n'a pas des écoles non viables. Même les centres médicaux sont à côté au bout du doigt. Et le problème de Koulouna bat les records. En tant que maman, je fais 30 ans là-bas. Je dis, cette fois-ci, je vais mettre dans la vie politique et ensemble on va lutter, et surtout pour l'avenir de la jeunesse et pour notre Tchango qui est abandonné et qui est négligé. Alors, on va y revenir. Madame Rita Matota, vous n'êtes pas candidate plutôt, mais vous êtes là pour parler de votre parti politique, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, forces démocratiques pour démocratique du Congo, c'est comme ça l'FDC. Ok. Votre parti a quand même deux ministres, non, dans le gouvernement actuel. Ça fait depuis que le président Kabila est là, la FDC a été toujours avec le président, en tout cas pour la deuxième mandature ici. Pourquoi est-ce que vous pensez que cette fois-ci, vous représentez un espoir quelconque? Comme vous avez bien dit, mon parti c'est une force. C'est vraiment une force et contient beaucoup de ministres. Mais j'ai recalé un peu, je me suis dit, prochainement, je vais mettre ma main et le temps pour moi d'observer et de m'imprégner de certaines réalités. Le temps pour moi de m'imprégner de certaines réalités. Donc prochainement, je pourrai mettre ma main dans la pâte pour postuler comme les autres. Voilà, je me tourne cette fois-ci vers Madame Patricia. Patricia Photo, vous êtes à Lukunga. À Lukunga, selon les dernières statistiques qu'on nous a amenées ici, Lukunga, c'est 660 candidats, en tout cas dans la dernière liste publiée récemment par la commission électorale. Quelles sont vos chances à pouvoir l'emporter vu ces pléthores de candidats qui vont compétir à ces élections? Vous ne craignez pas d'être tout simplement écrasé par de poids lourds parce que vous n'êtes pas visiblement un visage très connu de la politique congolaise? Monsieur le journaliste, nous pensons que dans l'art que nous sommes suffisamment implantés dans la circonscription électorale de Lukunga parce que nous avons un travail de fond que nous avons commencé à bâtir depuis plusieurs années. Nous avons des fédérations, des sections et des cellules qui existent et des membres effectifs. Et nous pensons que avec l'appui de nos membres, nous pourrons donc remporter un siège à la Lukunga parce que l'ARC est un parti qui est sérieusement implanté dans cette circonscription. Et aussi, nous aurons aussi à mener beaucoup d'activités de visibilité qui nous feront connaître dans la population. Et finalement, nous pourrons penser que nous pourrons aboutir à un résultat positif lors du scrutin. Est-ce que nous pouvons concrètement savoir quelles sont les actions que vous mettez en œuvre? Parce que vous dites que vous avez travaillé de fond en comble il y a plusieurs années. Mais concrètement, quelles sont ces valeurs que vous mettez en œuvre? L'ARC est un parti libéral qui prône le respect des libertés d'opinion, des libertés d'expression et de manifestation. Nous avons cultivé tous ces genres de valeurs dans notre population, aussi le respect de la propriété publique. Et avec tout ce que nous avons eu comme formation à adresser à nos membres, nous pensons que tous rassemblés, les membres pourront exercer une force capable de pouvoir générer des candidats, des élus dans leur circonscription. Mais apparemment, c'est la posture de tous les candidats. Je vais changer. Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement c'est que la fonction première, je y arrive finalement, la fonction première de candidat d'un député provincial, un député national, d'un élu tout simplement, parce qu'on est un peu immergé dans cet environnement où les candidats promettent de construire des routes, des ponts. Est-ce que vous savez que ce n'est pas forcément le rôle d'un candidat ou d'un député national ou que ce soit provincial? Le rôle d'un député national à lequel je pense accéder dans quelques mois, c'est de proposer des lois et aussi de faire le contrôle du gouvernement, le contrôle parlementaire. Alors de là, nous pensons que, en tant qu'élu, député national, je pourrais être la représentante de la circonscription de Lukunga pour pouvoir voter des lois en faveur de la population et aussi exercer le contrôle du gouvernement. Il y a pourtant des lois qui existent déjà, non?
Évidemment, pour ceux qui existent déjà, nous allons donc nous atteler pour qu'elles soient mises en œuvre et qu'elles soient appliquées de manière orthodoxe. Et pour celles qui n'existent pas, nous pourrons encore en proposer d'autres pour la promotion de la démocratie dans notre pays et le développement. Et alors, Madame Esther, vous êtes médecin comme on vous a présenté. On va revenir vraiment à notre thème de l'émission qui consiste à savoir l'éducation politique et éducation civique au sein de vos formations politiques dans la société congolaise de manière générale. Vous êtes médecin, vous avez évolué depuis plus beaucoup d'années en Afrique du Sud. Aujourd'hui, quelle est votre touche particulière? Parce que sur la liste, et selon la liste que nous transmet la CENI, vous êtes 45 candidats à cette élection en Ngaba. Vous avez rappelé même, c'est une commune, une municipalité qui est considérée comme caricaturée comme étant constituée de voyous, des gens qui ne sont pas très intellectuels, un peu sales, tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on voterait pour vous et pas pour quelqu'un d'autre? Et moi d'abord, pourquoi voter pour moi? D'abord, je suis natif d'Ngaba. Je connais la misère, la souffrance de la population d'Ngaba. Étant natif d'Ngaba, je prends l'engagement de défendre, de faire ressortir les difficultés, les problèmes de la commune d'Ngaba et les transmettre au niveau du gouvernement provincial. J'aiderai les autorités en place, les pouvoirs en place, le gouvernement provincial, même l'État congolais, à agir de sorte qu'il y ait changement et développement au sein de la commune d'Ngaba. Et votre parti particulièrement, qu'est-ce qu'elle fait comme action? Vous avez parlé de l'insécurité, de tout ce qui est banditisme au sein de la commune d'Ngaba. Maintenant, dites-nous, comment pensez-vous que vous pouvez renouveler cette éducation civique et politique qui a été perdue pendant des années? Notre lutte est premièrement obtenir l'alternance politique. Nous voulons conquérir le pouvoir d'État par les élections afin de changer les choses. Ces gens qu'on appelle aujourd'hui Kuluna, les bandits, nous avons essayé de les conscientiser, les récupérer et les orienter dans des formations professionnelles pour les rendre utiles à la société. Docteur Esther, est-ce qu'un parti politique, pour enseigner sa communauté, a-t-elle seulement besoin de briguer un poste politique? Pas forcément. L'enseignement a déjà commencé là où on est dans les partis politiques. Nous, à l'UNC par exemple, nous partageons notre vision, nous partageons les valeurs de notre parti, nous partageons l'idéologie de notre parti au travers des matinées politiques, au travers des réunions, au travers des séminaires, au travers des ateliers. Et pendant ces occasions, nous échangeons pour inculquer aux militants de l'INC, inculquer à la population certaines valeurs qu'ils doivent respecter. Quelles sont ces valeurs? Prenons par exemple le respect des droits de l'homme. À Ngaba, il y a un problème de sécurité, il y a violation des droits de l'homme. Quand on se permet de prendre les choses par force, quand on s'amène en train de piller, chercher à voler, en tout cas ça fait partie de l'inversion des valeurs. La corruption par exemple, à l'UNC nous luttons contre la corruption sous toutes ses formes. Et alors, Madame Christiane, vous voulez qu'on vous présente comme le centre, mais apparemment c'est un réquisitoire qu'on établit là. C'est Madame Patricien qui va vraiment revenir là-dessus parce que c'est vraiment un réquisitoire qu'on adresse, Christiane, qu'on va revenir à l'AFDC, plutôt Madame Rita. Madame Rita qui va parler beaucoup parce que c'est justement... On vous accuse, vous, mais avant de revenir à vous, j'aimerais plutôt parler avec Madame Christiane Moleka. Vous êtes du centre. Quelles sont vos propositions dans ce secteur? Parce qu'on parle de l'insécurité dans une municipalité, parce que nous sommes à Kinshasa. Est-ce que vous avez des propositions particulières que vous devez faire prévaloir, promouvoir, vulgariser auprès de la population pour espérer finalement, parce que de l'espoir, hein, parce qu'on a vu qu'il y a tellement de candidats que les chances sont toujours minimes pour tout le monde. Oui, nous avons déjà eu les entretiens avec les responsables de chaque commune pour se regrouper les jeunes pour les parler des droits de l'homme, des droits, des biens de quelqu'un. Donc nous sommes déjà là. Nous avons déjà commencé, comme je viens de dire tout à l'heure, dans des églises, dans des communes. Donc nous avons déjà constitué des comités et ça se passe déjà. Alors, c'est cette éducation civique, comment pensez-vous que dans une ville dont la population est
estimé autour de 10 à 15 millions d'habitants et réunir quelques personnes dans une salle pour prêcher l'éducation civique. Pensez que le message est parce qu'on voit pendant les manifestations publiques ici qu'il y a quand même les manifestations politiques organisées par les mouvements citoyens, qu'il y a beaucoup de dérapages, il y a des biens d'autrui qui sont détruits tout simplement parce qu'on ne partage pas forcément la même vision politique avec le régime en place. Et est-ce que vous pensez que vous avez vraiment, vous êtes dans la bonne voie parce que à quelque part, les partis politiques ont failli à cette principale mission plutôt prestigieuse de pouvoir encadrer la population à l'éducation civique? Moi, je pense pour moi, c'est les matières de l'éducation civique, c'était court, qui devrait déjà commencer depuis le bas âge. Même si vous n'avez pas été à l'école, vous avez suivi ça à travers vos parents qui vous avaient appris il ne faut pas voler, il ne faut pas détruire. Donc même si vous n'avez pas été à l'école, vous avez déjà eu ça à la maison. Et à l'école, on a déjà donné ces cours-là. Au niveau des partis politiques, les cours se donnent, nous suivons des formations. Malheureusement, il y a certaines personnes qui se comportent au rapport de son caractère. Mais est-il que nous pouvons toujours continuer et pour ça, nous devons maintenant faire tout pour que l'État puisse prendre vraiment ces problèmes en main. Il faut qu'il y ait vraiment des lois. Quand vous avez détruit quelque chose qui ne vous appartient pas, on doit vous punir. Et c'est comme ça qu'on va respecter les biens d'autrui et comme ça qu'on va respecter des gens. On ne peut pas tenir aussi non plus. Moi, je me pose souvent des questions. Madame Christiane, oui. Vous avez parlé de la formation au sein de votre parti. Vous formez vos militants, mais est-ce que vous faites l'évaluation? Oui, on le fait. Tenant compte de nos comportements, on sait comment nous nous comportons. Oui, depuis lors, il n'y a pas eu de bataille ou de guerre ou de cassure dans notre parti. Ça ne se fait pas. Et aucune fois, on n'a jamais vu quelqu'un de notre parti qui s'est battu au plateau avec une autre personne de notre parti. Ça ne se fait jamais. Au contraire, nous devons donner un bon exemple, puisque nous sommes appelés à être des députés. Vous avez parlé de l'école. En quoi est-ce que l'école est-elle participative? Mais l'école s'occupe, après la famille, c'est l'école. Donc l'école doit faire tout pour la formation, pour l'éducation civique. Les écoles sont devenues des commerces. Oui, malheureusement, en principe, quoique cela est ainsi, mais nous ne pouvons pas vraiment nous laisser faire. Tout ça, c'est à cause de l'État aussi. Si on avait de beaux salaires, je pense que l'école ne pouvait pas quelqu'un ne peut pas créer l'école comme il veut. Mais aujourd'hui, tout ça se passe tout simplement puisqu'on n'a pas de bons traitements. Alors, c'est vraiment, on comprend, c'est une attaque frontale qu'on fait à Mme Rita Matota. Vous êtes de l'AFDC, je le rappelle. Vous êtes de l'AFDC, ça fait 17 ans que vous partagez le pouvoir en place, c'est-à-dire vous qui gérez le pays pratiquement pendant 20 ans. Et quand on fait ce genre de diagnostic, est-ce que ce n'est pas un échec quelque part? Non, ce n'est pas un échec. Je pense que là, j'ai rejoint madame. L'éducation des bases se donne en famille, bien entendu, et l'école joue un rôle supplétif. Il vient compléter ce que la famille a déjà commencé, mais n'empêche que nous puissions chaque fois conscientiser et faire des formations, des remises à niveau pour que la population puisse bien se comporter, spécialement c'est de l'AFDC. Donc tout part de la famille, mais l'école aussi a un rôle à jouer parce que l'école a aussi le pouvoir ou le devoir de pouvoir transmettre les valeurs morales aux enfants que nous recevons parce qu'ils commencent dès le bas âge. Pour que nous devenions ce que nous sommes, nous commençons à être petits et nous recevons l'éducation à partir de la famille. À partir de 5 ans, nous allons à l'école justement pour recevoir la formation des bases, pour recevoir les valeurs morales, ce qui nous donne même une personnalité. Vous parlez de l'école, de la famille, tout ça, mais quand on regarde un peu plus loin, on se rend compte finalement que s'il s'agit plutôt de la responsabilité de l'État. Quand on voit l'État, on voit le gouvernement, on voit le Parlement, on voit les cours et tribunaux, on voit toutes les structures sociales qui sont dirigées par un système politique qui est en place et que vous représentez ici. Vous n'avez pas eu mandat certainement du gouvernement pour parler, mais vous partagez la même idéologie avec ces gens-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème, il y a un petit défaillance sur ces coins-là? Non, je ne pense pas parce que le problème c'est au niveau de la conscience de chacun.
Chaque dimanche, je pense que ça, c'est un Et exemple. si la conscience n'est pas appliquée, Ouais, c'est comme ça que nous organisons. Il y a des écoles de formation. Il y a des écoles de formation justement pour la remise à niveau. C'est comme je dirais, chaque dimanche, nous allons à l'église, les prêtres enseignent. Mais quand nous sortons, chacun essaye un peu de revenir à son ancien comportement. Donc là, je crois que c'est le problème de chacun. Mais nous, on ne peut pas baisser les bras parce que c'est un défi à relever. Est-ce que nous pouvons dire que l'AFDC est un modèle? Oui, l'AFDC est un modèle, oui, bien sûr. Qu'a-t-elle déjà réalisé dans la collectivité? Dans la collectivité, ils octroient des emplois. Ils octroient des emplois et puis ils luttent contre le chômage. Et le chômage, les emplois ne donnent pas à n'importe qui. À ceux qui peuvent bien défendre leur diplôme, à ceux qui peuvent bien défendre la patrie, à ceux qui peuvent bien... Mais là, nous parlons d'éducation civique. Oui, l'éducation civique, bien sûr. L'éducation civique... Est-ce que l'AFDC est un modèle? Oui, l'AFDC, c'est un modèle parce qu'il lutte. Vous ne verrez jamais un militant de l'AFDC cassé ou injurié quelque part. Aucun jour. C'est parce que nous recevons des différentes formations qui fait que nous puissions respecter les biens de la partie, les biens du parti et les biens de la patrie, les biens de la nation. Et vous êtes implanté... Nous ne sommes pas dans les casses, nous ne sommes pas dans les injures, nous ne sommes pas dans les vagabondages. Mais votre parti est implanté un tout petit peu, un peu partout à travers le pays. Est-ce que cette formation à l'éducation civique et politique est répercutée à travers le pays, dans un pays qui compte presque à peu près 80 millions de personnes? Est-ce que vous pensez que la formation qui se donne à Kinshasa ici dans une salle, quand on sait même qu'il faut payer les transports pour ces militants, pour la plupart, hein, pour ces militants qui vont venir, les sympathisants qui vont venir, vous pensez que ça a une portée nationale et qui peut changer quelque chose dans les 10, 5, 15 dernières années, prochaines années? Oui, l'AFDC, c'est un parti bien structuré. Et il a aussi essayé de décentraliser parce que l'autorité morale ne sait pas se déplacer. Mais il y a une décentralisation. Partout, les formations se passent, mais comme vous avez dit, il faut qu'il y ait un suivi. Donc c'est un défi à relever. Nous devons mettre la main, voir s'il y a un suivi. Parce que s'il y a un suivi, je crois... Donc vous attendez de voir, vous n'avez pas encore... Non, il y a suivi et évaluation. Donc nous faisons des suivis, nous faisons aussi des évaluations, mais nous devons, comme j'avais dit, continuer à conscientiser parce que c'est un défi à relever. Donc nous devons continuer, on ne va pas baisser les bras, nous continuons à former, nous continuons à faire des suivis. Et au stade où on en est, quel bilan l'AFDC peut faire en ce qui concerne l'éducation civique? Le bilan de l'AFDC? Le bilan est positif. Le bilan est positif. Sur base de quelle indication? Koulouna et Oudjana. De mœurs auprès de la jeunesse. Oui, il y a un lutte des jeunes. Dans les ligues des jeunes, donc, on organise des formations. Des formations, peut-être les Oudjana, ça c'est un problème national, mais on va les regrouper, on va les récupérer. Ouais. Nous sommes en train d'attaquer. Bon, ça va. Je reviendrai. Moi, je sais que Oudjana, c'est tout simplement pour dire qu'il y a une catégorie de la jeunesse, hein, beaucoup plus féminine, hein, les jeunes filles qui s'habillent mal et qui se comportent mal. C'est ce qu'on appelle Oudjana en référence à une école de formation de football au Congo. Alors, madame, je reviens à vous, mais j'aimerais plutôt parler un tout petit peu avec madame Patricia Photo, qui est de l'Arc. Vous êtes à Lukunga. Votre parti politique, si on voit l'histoire de son fondateur, M. Kamitatou, vous êtes... Ouais. M. Kamitatou, il était du MLC. Le MLC, c'est un parti libéral. Quand on parle d'éducation civique, éducation politique, c'est aussi l'idéologie d'un parti politique. Êtes-vous socialiste, libéral, mais vu l'histoire, aujourd'hui vous êtes au sein du G7. Le patron du G7, c'est un homme d'affaires, un tout petit peu libéral. Je vais parler de Moïse Katumbi. Quelle est l'éducation que vous donnez finalement à vos militants, conformément à votre idéologie politique? Notre parti se fonde sur le libéralisme. Nous sommes donc un parti libéral et nous prenons donc les libertés entre les individus, les libertés d'expression, d'opinion, de manifestation et aussi le respect de l'autorité établie. Nous trouvons notre légalité. Le parti tire son pouvoir pas dans la violence, mais dans un système légal, démocratique, des urnes. Il prône la lutte contre la corruption et aussi le respect de l'environnement.
Et ça, c'est ce sont de principes qui sont difficilement vérifiables sur le terrain parce que quand on connaît l'histoire de nos acteurs politiques, il y a la plupart des cas, ce sont des gens qui sont soupçonnés pour corruption, ils sont soupçonnés de mauvaise gouvernance, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas l'éducation, cette éducation civique, éducation politique d'abord, conformément à l'idéologie politique, et l'éducation civique qu'il fallait distribuer auprès de la population qui a failli à un certain moment? Auprès de nos membres, c'est ce que nous prenons, le respect des libertés, les libertés individuelles et collectives. Le respect de l'autorité établie, même lors des manifestations. Mais nous demandons à la population de rester vigilante, hein, parce que souvent ce ne sont pas les membres, ce sont d'autres personnes qui veulent saboter le droit à la manifestation, qui viennent s'incruster dans la population pour créer le désordre. Ce ne sont pas nos membres à qui nous imprégnons nos valeurs démocratiques et de respect des libertés individuelles et collectives. Madame Baïta voulait savoir, il posait la question à Madame Rita de savoir, et elle vous posait la question de savoir l'évaluation que vous avez faite aujourd'hui. Je vous repose sa question. Et quelle évaluation faites-vous aujourd'hui, l'état des lieux, parce qu'on parle de l'état des lieux, où sommes-nous avec cette formation à l'éducation civique et politique? Notre évaluation est assez positive parce que notre parti est implanté sur le plan national et nous avons des fédérations dans toutes les provinces. La communauté congolaise, en gros, est-ce que le parti politique a contribué à éduquer la population? Exactement, parce que nous avons pu faire plusieurs matinées politiques, nous avons une école du parti. Mais quel est ce bilan? Parce que nous entendons des cris quand nous suivons les infos, dans les journaux, à la télévision, la population ne fait que se plaindre. Le bilan est positif parce que vous ne verrez aucun membre de l'ARC aller faire des casses, aller faire le banditisme. Nous prenons le respect de l'autorité établie, le respect de la chose publique. Alors notre bilan est assez positif parce que nous ne prenons pas la violence au sein de notre parti qui est un parti libéral. L'éducation civique et politique prônée par le parti politique est réservée uniquement à vos membres ou elle va également au niveau de la population? Non, pas seulement aux membres. Ces membres-là répercutent maintenant dans leurs communautés respectives, dans leurs sections, dans leurs communes, tout ce que nous leur prenons comme valeur que nous distribuons dans notre parti politique. Une question directe. Combien de fois réunissez-vous les membres pour des formations à l'éducation civique et politique? Au sein du siège du parti, au moins 3 fois là, nous avons des matinées politiques et plusieurs formations. Il y a aussi les jeunes qui se sont pris en charge eux-mêmes dans leur structure qu'ils dénomment Yonangana Arc, et ils se sont responsabilisés pour pouvoir relayer le message du respect des libertés, le message du libéralisme que nous prenons dans notre parti. Alors, Madame la docteure Esther Ntaba-Luzolo, vous avez vécu en Afrique du Sud, je ne cesserai de le répéter. Quelle comparaison faites-vous avec la société congolaise? Et parce que vous maîtrisez quand même bien ce pays qui est devenu un peu comme votre seconde patrie en termes d'éducation. Quand on voit des manifestations en Afrique du Sud, c'est la même ampleur que ça prend ici, on casse les maisons d'autrui. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Mais avant de répondre, j'aimerais clarifier certains concepts. Qu'est-ce qu'un parti politique? Quel est le rôle et l'objectif d'un parti politique? Qu'est-ce qu'une éducation civique? D'abord, un parti politique, c'est un groupe d'individus, un groupe de personnes qui partagent la même vision, la même idéologie. Ils ont pour objectif conquérir le pouvoir d'État, l'exercer et ensuite les conserver. Et à part ça, l'éducation civique, c'est quoi? L'éducation civique, c'est l'ensemble d'instructions qu'on donne aux citoyens pour une meilleure gestion de la chose publique. C'est ça. Ici, la responsabilité est partagée entre la personne qui veut diriger et la personne qui sera dirigée. Là, nous voyons les partis politiques et ensuite les citoyens. Au niveau du parti politique, nous avons comme rôle d'encadrer et ensuite éduquer nos militants et en plus éduquer la masse, éduquer la population. Donc quand nous voyons des dérapages qui se passent aujourd'hui, prenons par exemple quand un leader d'opinion
un leader d'un parti politique qui est censé d'éduquer la population, se met devant ses militants, en train d'enseigner à ses militants et au cadre de son parti politique comment lancer des injures et comment rétorquer des injures quand on vous lance des injures. Là, ça remet en question et là, ça devient dangereux. Ça, c'est tuer la société. Là, on est un peu sur un terrain politique. Vous faites allusion parce que l'émission est un tout petit peu aussi pédagogique. Vous faites allusion à ce qu'a déclaré le secrétaire général, le secrétaire permanent du PPRD lors de l'une de ses tournées à l'intérieur du pays. Je crois que c'était à Kinshasa où il a dit ce qui va finir Mamanayo à Lingala, ça veut dire vous faites allusion à ça, mais nous ne sommes pas vraiment sur ce terrain. J'aimerais d'abord savoir quelle est la comparaison faites-vous? Parce que quand on parle de casse à Kinshasa, on voit l'UNC, l'opposition dans son ensemble. Mais comparé avec l'Afrique du Sud, là où vous avez vécu depuis plus de 20 et 30 ans. Mais ces journalistes, je ne suis pas ici pour citer les noms. Quand je parle des valeurs universelles, je vois la personne de mon président national, Vital Kamerhe, qu'on appelle toujours pacificateur, parce que lui, il est parmi les gens qui prônent les valeurs qui vont faire que notre pays puisse se développer. À l'UNC, par exemple, nous avons l'école des partis. À l'école du parti, nous organisons des rencontres, des séminaires, des ateliers, des conférences pour pouvoir inculquer à nos membres, à nos militants, les bonnes manières, les bonnes habitudes, comment se comporter. Quand on voit le 19, on se souvient du 19 janvier 2015, c'est votre président national, Vital Kamerhe, qui était un peu comme le leader de l'opposition, qui a organisé cette manifestation, qui a fait reculer le pouvoir, qui voulait modifier la loi électorale et conditionner cela à l'organisation de recensement de la population avec la création notamment de l'ONU. Est-ce que vous n'avez pas failli finalement à ce rôle-là parce que vous prétendez organiser ces formations? Apparemment, ça ne marche pas. Manifester d'abord, c'est un droit de la population et qui doit être respecté par le gouvernement. Avec de casse? Non, non. Nous, l'INC, nous prenons la liberté. À l'INC, nous avons lancé appel à une marche pacifique parce que notre président national est appelé pacificateur. Mais il y a toujours des dérapages. Quand les gens qui sont là, en train de chercher à perturber les manifestations pour après pointer les doigts à l'opposition. Et là, ça devient inquiétant. Vital Kamerhe a toujours prôné la liberté d'expression, la liberté de manifester. Et cette liberté doit être respectée par tous. Je vais venir à Madame Rita qui est présidente elle est de l'AFDC. Madame Rita, vous êtes cadre plutôt de l'AFDC. Vous voyez un peu, parce que la dame parlait de cette position qu'il faut que tout le parti, elle a fait une démonstration, la définition pour nous éclairer peut-être des petites incompréhensions sur le rôle d'un parti politique. Comment est-ce qu'un parti politique doit se comporter? C'est conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, quand on voit, selon les rapports du représentant spécial du chef de l'État, son conseiller spécial, je voulais dire, M. Luzolo, qui dit que les pays perdent chaque année 15 milliards de dollars américains qui partent dans la fraude, tout ça. Il y a beaucoup de rapports comme ça, la corruption. Est-ce que c'est pas en quelque sorte la défaillance, la faillite du régime en place que vous êtes censé défendre parce que vous êtes de la majorité présidentielle? Là, je me réserve. Vraiment, je me réserve. Vous réservez, mais on comprend. C'est justement la conséquence de cette éducation civique et politique qui semble avoir failli. Nous avons dit tantôt que d'abord l'éducation se donne en famille. Nous revenons sur ça. Parce qu'on peut être intelligent, mais quand on n'a pas une bonne éducation, ça se remarque partout. Mais Madame Rita, donc là, ce n'est pas le problème que le parti politique influence la population et la jeunesse. Parce que quand nous parlons de famille, c'est plus à bas âge. Mais les militants qui sont dans le parti politique, ce sont de personnes majeures. Qui sont venus de différentes familles, bien sûr. Ils détiennent une carte d'électeur, ces personnes-là. Vous, en tant que parti politique, quelle est votre mission? Parce que ces personnes ont dérapé. Vous les laissez dans cette route ou bien vous les ramenez? Parce que ce sont les mêmes cadres-là, ce sont les mêmes cadres qui sont censés dispenser une formation quelconque à ces partis politiques, à des militants qui sont promus généralement DG dans une entreprise de l'État, ministre dans un gouvernement quelconque. Mais quand il y a des rapports comme ça qui font état de corruption, d'une corruption généralisée, est-ce que ce n'est pas l'éducation à la base là qui a failli? Non, je ne pense pas que ces membres soient de la FDC. Vraiment, je ne pense pas. Bien que nous soyons un parti de la majorité, mais nous ne sommes pas l'unique parti de la majorité.
il y a beaucoup. Moi, je suis ici pour l'AFDC. Et je ne pense pas que ces membres soient de l'AFDC parce que nous prenons l'autonomisation. Et nous ne sommes pas là pour apprendre aux gens à voler. Nous ne sommes pas là pour apprendre aux gens à pouvoir utiliser abusivement les trésors publics. Non, je ne pense pas qu'ils soient de l'AFDC. Nous aimerions savoir à quelles conditions est-ce que l'éducation politique et civique est-elle possible? L'éducation est-elle possible parce que chaque fois nous organisons, j'avais dit, nous organisons des matinées politiques, nous organisons des formations. Mais dans une structure où vous dites que non, vous ne faites pas partie, mais parlons plutôt du Congo, la population congolaise. Oui, du Congo, c'est comme ça, j'ai dit. Nous ne prenons pas aux gens de voler. Nous sommes là pour l'autonomisation et l'éducation des citoyens. Je ne pense pas que les membres de l'AFDC, vous les verrez quelque part voler ou ça, ce n'est pas l'AFDC. C'est comme ça que j'ai dit, le pouvoir est constitué de beaucoup de partis. Ce n'est pas seulement la FDC. Mais vous représentez, vous croyez une idéologie quelconque qui est celle de la majorité présidentielle. C'est-à-dire que vous, en adhérant au sein de l'AMP, aujourd'hui FCC, c'est parce que vous acceptez finalement la gouvernance politique de la majorité d'un groupe d'individus, un groupe de personnalités qui est constitué, qu'on appelle la majorité. Et si on constate que ça ne marchait pas, l'éducation civique et politique, c'est aussi la démission, non? C'est pas ça? C'est un défi à relever. Ce sont des rapports qui sont officiels, publiés par des structures officielles. C'est un défi à relever. Nous allons nous organiser, mais je vous dis que la majorité est constituée de beaucoup de partis. Ce n'est pas seulement la FDC. Voilà, là, on va parler finalement cette fois-ci de la situation au sein de vos circonscriptions électorales. Madame Patricia, vous êtes de Lukunga. Lukunga, ça prend la commune de la Gombe. Vous prenez la commune de, rappelez-moi un peu, Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kitambo, Mongafula. Mongafula, tout ça. On voit dans la commune de Kinshasa, il y a tellement des immondices là-bas. Et on se rend compte finalement, est-ce que les autorités vraiment sont là pour voir ça? Parce que ces immondices-là, je vais le rappeler, ce n'est pas aussi à mettre généralement sous les dos des autorités, parce que quelqu'un qui boit de l'eau dans un taxibus, il jette comme ça, ce n'est pas un problème d'éducation. Quelles sont vos propositions dans ce secteur précis de la pollution au sein de votre circonscription électorale, si jamais vous êtes élu député national? Je pense que les responsabilités sont à la fois individuelles et collectives. Il faudrait mener des campagnes de sensibilisation de la population pour pouvoir respecter l'environnement. Et aussi, il faudrait que aussi le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il ait un budget assez consistant pour pouvoir gérer tous les problèmes de la gestion des déchets dans la capitale. La promotion des valeurs citoyennes, c'est justement ça, parce que nous sommes dans ce thème-là de la promotion des valeurs citoyennes. Et comment est-ce que vous comptez gérer finalement ces secteurs précis? Est-ce qu'il faut des lois qui vont permettre à ce que les enfants puissent bien se comporter quand ils sont à l'école? Quand les enfants sont à l'école, ils sont censés être éduqués pour, par exemple, protéger, connaître les armoiries dans notre pays, connaître comment le Congo fonctionne. Effectivement, c'est dès le bas âge, dès déjà l'école maternelle, qu'il faudra que dans le système éducatif, nous puissions imprégner ces valeurs citoyennes, le respect de l'environnement, le respect, la propreté au sein de l'école et au sein des familles, et ensuite mener aussi des campagnes de sensibilisation dans la communauté. Et aussi, il faudrait que, comme je disais, qu'il y ait un budget qui est assez consistant pour pouvoir gérer le problème d'hygiène dans la capitale. Le problème d'hygiène, Madame Esther, c'est elle qui parle cette fois-ci. Madame Christiane Moleka, qui doit parler cette fois-ci de chez elle, à Tchangou. On voit, elle a même décrit, mais donné une description caricaturale de sa circonscription en disant que finalement, c'est là-bas qu'on voit tout, tout à Tchangou. C'est la Tchangou qui a libéré le pays en 1998 avec l'invention de militaires rwandais. C'est la Tchangou qui casse beaucoup plus dans la ville de Kinshasa. C'est la Tchangou, tout ça. Est-ce que vos écoles vraiment font leur travail? Cette éducation à la promotion des valeurs citoyennes et notamment comment protéger les biens publics. Merci beaucoup. Ces problèmes rivières à l'État. L'école peut bien les faire. Les parents peuvent bien éduquer nos enfants. Mais pour arriver à un bon résultat, l'État doit mettre la main vraiment là-dessus. Je vous l'ai dit pourquoi. Je m'entretiens souvent avec les enfants de la rue.
et les enfants dans des centres d'hébergement en qualité de psychologue. La plupart des enfants que je rencontre, pourquoi vous êtes dehors? Pourquoi vous ne voulez pas rester avec la famille? Je suis dehors, je suis ici dans la rue, c'est parce que mes parents se sont séparés. Je suis ici parce que j'ai suivi les mouvements des autres. Je suis ici parce qu'on m'a traité des sorciers, tout ça. Alors, si l'État avait vraiment mis l'accent, l'éducation avait pris les lois à la main, moi je pense qu'on n'allait pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui. Puisque avant, il avait même un véhicule qui circulait pour prendre les enfants de la rue, les enfants qu'on trouvait dehors, les mineurs. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Alors tout ça, pourquoi? Parce qu'il est laissé aller. Moi, je suis en train de dire, hein, depuis qu'on a pris les écoles qui appartenaient aux missionnaires, et qu'on a pris ça, le gouvernement a pris ça. Alors, il a donné quelles sont vos propositions? Moi-même, je souhaiterais que l'État prenne vraiment son gage qui sont dessus avec les lois et que les lois soient appliquées. Puisque les lois existent, mais ne sont pas appliquées. Ou bien on applique ça pour un groupe de gens et pas pour tout le monde. Et à votre niveau, comment est-ce que votre parti contribue à résoudre ces problèmes? Bon, on écrit aux autorités, puisqu'il y a toujours la hiérarchie. Oui, mais vous ne faites rien en interne pour résoudre tous ces problèmes qui touchent la population. Nous nous rendons tout près les comités de base pour les parler de ça. Et alors, c'est presque tout, hein? Tous les candidats aux élections nous promettent la même chose. Demain, le Congo sera le paradis, ça sera les États-Unis, tout ça. Pourquoi on devrait vous faire confiance dans ces secteurs-là de pouvoir mettre fin à ces antivaleurs qui ont quand même élu domicile dans notre pays? Quand on voit la promotion, la dépravation de mœurs dans le pays, on a parlé du phénomène Oudjana quelque part ici, de ces phénomènes-là qui créent désolation dans la ville, des papas qui disparaissent, des toits familiaux pour se retrouver avec une jeune fille de moins de 18 ans, 20 ans, tout ça. Mais vous pensez que vous avez des propositions concrètes qui permettront à ce que les électeurs puissent vous faire confiance pour la lutte contre les antivaleurs? Pour cette fois-ci, c'est comme je venais de dire tout à l'heure, qu'il faudra, si nous serons élus, nous allons travailler ensemble pour que nous puissions trouver solution. On va travailler avec les organismes internationaux et avec ensemble pour lutter pour ces valeurs. C'est ce qui fait que nous avons des situations catastrophes. Parce que quand l'éducation n'est pas là, et tout tombe en faillite. Moi, je reviens même pour les problèmes. L'État autorise même ce qui aujourd'hui, vous allez dans l'université, vous allez trouver ce qui n'était pas visible aujourd'hui, les rendez-vous des églises de magie, de Rosée-Croix, de ceci. C'est autorisé, alors que ça ne se faisait pas. C'est ce qui détruit maintenant notre pays. Mais parce que nous avons une libéraliste qui est sur le plateau, certainement elle va revenir. Nous sommes dans un pays laïque. Je ne trouve pas, madame, apparemment elle s'impatiente, elle veut vraiment réagir par rapport à ça. Madame Patricia Photo, vous pouvez tourner un peu le micro à madame Patricia parce que je comprends que nous sommes dans un pays laïque. On est libre d'adhérer à n'importe quelle religion. On peut être chrétien, on peut être tout ce qu'on veut, pourvu qu'on respecte les lois du pays. À mon avis, c'est ce qu'on appelle un État laïque. Madame, vous voulez commenter les propos de madame Christiane? Je pense ici que d'abord l'accès à l'éducation pour tous, c'est un des principes sur lesquels nous devons nous baser. Hein, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en train de vivre les conséquences d'une longue négligence qui s'est dans le chef de nos enfants, et aujourd'hui nous en payons donc le prix actuel. L'action à l'éducation de base, l'éducation pour tous, nous avons promis, le gouvernement avait promis l'éducation, comment dire, gratuite pour les enfants du primaire, ça ne s'est jamais réalisé. Et voyez combien d'enfants ne sont pas scolarisés. Ce manque de scolarisation fait que ça entraîne aussi, dû à la pauvreté dans les familles,
Ce qui a pour conséquence donc toutes ces antivaleurs que nous décrivons aujourd'hui. C'est un long processus auquel nous pourrons remédier dans au moins 5-10 ans. Si nous prenons le pouvoir, nous allons donc pouvoir envoyer tous les enfants à l'école. Nous allons créer des écoles de formation de la classe moyenne, de la classe ouvrière, pour que les jeunes gens ne soient pas donc en train de vagabonder. Merci, ne vous appartient pas vraiment. Je vais poser la question à Madame Esther, qui est médecin. Nous avons une psychologue sur le plateau. Je suis médecin aussi. Vous êtes médecin oui. aussi, ok. Vous êtes aussi médecin. Non, vous avez la parole, mais j'aimerais que vous me disiez concrètement, oui. une proposition concrète. Comment faites-vous, par exemple, pour mettre fin au phénomène Oudjana, qui aujourd'hui, apparemment, il n'y a aucun politique qui n'a encore proposé, qui a encore donné des propositions concrètes. Parce que ces phénomènes-là, vous avez parlé de problème d'éducation, mais je vais vous rappeler que quand vous êtes à Gombe, 80% des habitants de Gombe sont issus de familles natives, c'est-à-dire que les gens qui ont accès à l'éducation. Mais quand vous passez ici à 18h-19h, vous trouvez le même comportement. Est-ce que ce n'est pas un problème sociétal qui est plutôt un problème beaucoup plus de l'éducation? Vos propositions concrètes là, sur ce terrain, en tant que médecin aussi, parce que vous recevez quand même des gens, les enfants, pour voir comment est-ce qu'on peut mettre fin à cela. Évidemment, directement, je pense qu'il y a des actions à haut impact qui doivent être appliquées sur l'immédiat. Par exemple, l'encadrement de ces jeunes filles-là. Il faut les approcher, savoir pourquoi elles sont des Oudjanas, pourquoi elles se déclarent être des Oudjanas. Pourquoi? Et puis si elles ont décidé à être des prostituées, eh bien même les prostituées, il faut les encadrer pour ne pas qu'elles puissent influencer leur environnement. Et si parmi elles, il y a des raisons pour lesquelles, soit la pauvreté qui les pousse à se prostituer, eh bien il faudra chercher à les encadrer, à leur donner des moyens pour pouvoir lutter contre cette pauvreté, à faire des formations de ces jeunes filles-là qui sont carrément en perte de leur identité. Docteur Esther, quelles sont vos propositions concrètes sur ces terrains-là? Comment on met fin à Oudjana? Avant de donner des propositions sur ces terrains-là, j'aimerais d'abord rappeler ceci. Le parti politique, nous devons travailler pour la promotion de valeurs civiques. Nous devons travailler pour l'éducation de nos militants ainsi que de la population. Parce que ça touche tous les domaines de la vie. Là nous sommes sur ces terrains, nous sommes dans un univers scientifique là, mais nous on parle, l'émission est faite beaucoup plus pour la base, les gens qui sont là chez moi à Kimbanseke, qui veulent savoir, sa fille est sortie parce qu'elle est Oudjana, il a son jeune garçon qui a 16 ans, qui devient Koulouna finalement, se retrouve dans la rue, tout ça. Mais vous êtes ambitieuse, vous voulez conquérir un poste sélectif. Comment vous faites pour mettre fin à ça? Parce que éducation civique, c'est très bien. Ça, c'est dans les concepts. Ça reste ici, chez nous, à Gombe. Ici, là, on suit des formations. On a été à l'université, on est médecin. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant qu'élu? Vous êtes aujourd'hui en Ngaba chez vous. Vous êtes en face de ces gens-là. Et comment faites-vous pour mettre fin à cela? Parce que vous n'êtes pas à l'exécutif. Je rappelle, c'est votre rôle. C'est beaucoup plus édicter les lois et comment suivre leur exécution en ce qui concerne les députés nationaux et les édits pour les députés provinciaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur ce terrain? J'aimerais qu'on soit un peu beaucoup plus simple, plus compréhensible. Ces pratiques-là font partie de l'inversion des valeurs. Il faut d'abord chercher à savoir la cause. Pourquoi aujourd'hui on a les phénomènes Koulouna? Pourquoi on a les phénomènes Oudjana? C'est à cause de la pauvreté, c'est à cause du chômage, c'est à cause du manque des formations et de l'information. Je vais donner un exemple de la Gombe, non? Il y a des enfants de la Gombe, les enfants ministres qui sont de la même façon. J'arrive. Prenons par exemple, moi, à mon niveau, ce que je souhaiterais, c'est d'abord faire des propositions. Faire occuper ces jeunes, d'abord les récupérer, les conscientiser et les orienter vers des formations professionnelles. Proposer des budgets qui feront qu'il y ait création des écoles, création des centres de formation professionnelle, afin que ces jeunes-là prennent le temps d'aller apprendre et de devenir utiles à la société. Et cela fera qu'ils puissent trouver des emplois et le taux du chômage va diminuer. Ils n'auront plus le temps d'aller faire n'importe quoi. Par rapport aux quartiers tels que la Gombe et tout ça, j'ai aimé à l'époque de musée Laurent Désiré Kabila. Et un autre problème qui est en train de détruire notre pays, c'est l'impunité. Quand on ne sait pas sanctionner, et cela entraîne le pays dans la destruction totale. À l'époque de musée, il y avait un système qui était là. Prenons par exemple pour le taxi-bis, quand les gens veulent se mettre 5 ou se mettre debout, il y avait la chicotte. Hein.
ont chicoté. Et ça donne des résultats positifs. Nous sommes dans un état de droit quand même où les gens sont libres de faire, mais il y a des lois qui doivent interdire ça, non? Oui, l'état de droit. Un policier qui passe devant un receveur, l'arracher et puis prendre son argent, c'est justement parce qu'on veut mettre l'ordre. Il y a des lois qui doivent parler de ça. Je ne demande pas aux policiers d'aller taper. Quelles sont vos propositions concrètes, attaque élus, je ne demande pas pour que vous puissiez mettre fin à cela? Parce que ce qu'on attend de vous, c'est beaucoup plus de propositions en termes de lois. Justement, nous allons proposer des lois qui feront en sorte que ceux-là qui vont mal se comporter soient sanctionnés aussi. Parce que ça fait partie de l'éducation. On ne peut pas parler d'éducation et exclure les sanctions, par exemple. Quel genre de sanctions? Sanctions, par exemple, pour ces filles-là qui se livrent à la prostitution. Une fois qu'ils sont arrêtés, les amener dans un centre de rééducation. Pour les discipliner, par exemple. Ils auront un père, ça va changer les choses. Alors, madame... Vous ne donnez pas une éducation à un enfant, vous ne lui donnez pas le moyen de survie et vous l'arrêtez, vous l'amenez dans un centre d'éducation. Je disais qu'on ne va pas s'arrêter là-bas. Nous aurons à organiser des activités qui feront en sorte que la jeunesse congolaise soit conscientisée. Nous allons décourager cette jeunesse à ne pas se livrer à des actes de barbarie. Madame Matota, c'est quelque part, c'est la FDC, la majorité présidentielle, qui a failli à sa mission, parce que tout ce qu'on dit là, les mêmes promesses ont été faites en 2006 lors des précédentes élections. En 2011, le président Kabila, qui vous avez soutenu en tant que majorité présidentielle, a fait les mêmes promesses. Vous avez des députés qui sont élus à Tiangou, qui sont élus à Lukunga, qui sont élus du côté de la Funa, qui sont élus à Ngandajika, à Kasumbalesa et d'autres qui sont élus à Sakanya, partout à travers le pays, avec les mêmes propositions. Vous avez été élu, vous gérez les pays et finalement, on a ce même... Apparemment, comme si quelque chose n'a pas changé. Ce n'est pas un bilan d'échec. Moi, la proposition concrète que je vais faire maintenant là sur plateau, c'est la gratuité de l'enseignement. La gratuité, rien que la gratuité. Parce que si vous approchez ces jeunes filles ou Djana ou Kuluna, c'est les manques à faire, c'est l'oisiveté. Quand ils ne font rien, ils se jettent dans les Kuluna, ils se jettent dans l'Udjana. Justement, c'est à la recherche de survie. Parce que si vous leur demandez, ils vont dire nos parents ne travaillent pas, les pauvres fonctionnaires, ils sont mal payés. Et on ne met pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et la fille d'un ministre, elle est qui finalement sur ce terrain-là? Elle a l'éducation, elle a mangé, non? On va trouver un commercialiste. Moi, je crois que c'est la gratuité de l'enseignement. Mais parce que si celles-là ont accès à l'éducation finalement. Elles ont accès à l'éducation de base, elles vont à l'université, on voit à l'UPC, on voit à l'UNUKIN, on voit partout dans nos universités ici, et que c'est presque le même comportement qui se répand, et alors que ces gens-là ont accès à l'éducation. Papa, ici nous parlons de la situation générale. Ça, je crois que c'est une ces cas particuliers, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est presque les mêmes propositions. Quand je prends les mêmes propositions, on se rend compte finalement que ce sont les mêmes propositions. Donc, si c'est les problèmes sociétals, nous allons donc approcher pour les conscientiser. Parce que la conscientisation, c'est aussi un problème réel. Il faut conscientiser. Nous allons devenir les approcher, les entendre et les conscientiser, pour réveiller un peu leur conscience. Madame Rita, peut-être ils le font par ignorance, ils le font par influence. Pourquoi est-ce que vous conjuguez les problèmes toujours au futur? L'FDC est au courant et au Congo. Elle connaît la situation qui se passe dans notre pays. Elle gère aussi. Elle gère aussi. Mais pourquoi vous conjuguez au futur? Je n'ai pas conjugué au futur. Nous ferons... J'ai dit... Mais est-ce que l'FDC a des mécanismes pour aller vers cette jeunesse? Nous aimerions le connaître en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça aurait dû être une émission pour vous faire le bilan de la gestion. Madame Photo fait le bilan parce que quelque part, ils étaient encore au pouvoir aussi. Ils ont co-géré l'UNC qui n'a pas été en 2011 et peut être toléré parce qu'ils n'ont pas géré ces 5 dernières années. Et Madame Christiane aussi, je ne sais pas, vous avez géré aussi. Ça devait être vraiment l'heure des bilans et puis des perspectives. Mais elle fait ce constat-là que vous ne faites que promettre alors que vous êtes à la fin du mandat. Non, je ne fais pas que promettre. J'avais dit au début, si nous avons des écoles de formation. Mais je donnerai un exemple. Tout le monde qui va à l'école, ce n'est pas tout le monde qui réussit de la même façon. Donc nous allons faire tout pour toucher tout le monde. Mais est-ce que vous avez des exemples de réussite? Des exemples des actions que vous avez mises en place et qui ont donné des résultats positifs? Justement, nous avons des plateformes où nous avons récupéré. Nous aimerions connaître.
ces plateformes. Oui, nous avons créé des plateformes telles que la DEAC. C'est l'action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines où nous regroupons les jeunes. Quel est son impact? L'impact, c'est sur la pauvreté. Il n'y a plus de pauvreté. Ces gens-là, maintenant, ils sont réintégrés dans la société. Ils sont maintenant occupés. Ils n'ont pas le temps d'aller se déambuler parce que maintenant, justement, ils ont une occupation. Est-ce que vous communiquez, quand vous mettez en place un projet, il arrive à ce que vous puissiez communiquer? Parce que vous êtes sûr que toute la population est informée? Pour terminer ce sujet-là, on aura vraiment toute une émission supplémentaire certainement. Alors nous tendons vraiment vers la fin, presque la fin de l'émission. J'aimerais qu'on conclue avec Madame Patricia Photo. Vous êtes candidate à l'élection du député national dans la circonscription de la Lukunga. Je disais tout à l'heure que vous êtes à peu près 600, pas à peu près 660 exactement, pour compétir pour un certain nombre de postes qui ne sont pas aussi intéressants que ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour mettre fin aux antivaleurs en tant que député national? Vous avez proposé des lois et ça serait quoi concrètement? Et votre mot de la fin aussi. Bon, les lois que nous allons proposer, c'est surtout l'éducation pour tous, l'éducation gratuite au primaire, parce que l'éducation d'un individu part du niveau primaire, ok? Il faudrait que ça soit gratuit. Et nous allons aussi proposer donc l'encadrement des jeunes, ou bien la mise en œuvre de toutes ces mesures. Gratuite, il faudrait quand même le budget. Le budget aujourd'hui, c'était 0,00. On est remonté à presque 16%, si je ne me trompe pas. Et finalement, le budget a du mal à être exécuté dans ce secteur. Vous pensez que avec cette éducation gratuite, on aura les enseignants qui sont bien payés, les écoles qui sont prises en charge? C'est un problème aussi. Avec une bonne gouvernance que nous allons appliquer, nous pourrons arriver à l'éducation gratuite chez nos enfants. Ce n'est que appliquer les méthodes de bonne gouvernance. Nous avons déjà là le taux des matières premières, le prix des matières premières qui a déjà augmenté. Nous avons, grâce à l'application de l'intégration de la machine des voitures électriques, avec l'utilisation du coltan, nous pourrons utiliser toutes ces ressources-là pour pouvoir augmenter le budget de l'État et aussi le budget alloué au secteur de l'éducation. Il faudrait donc orienter de manière rationnelle le budget dans les secteurs sociaux. Je rappelle que le budget de votre candidat qui n'a pas déposé Moïse Katumbi, on attend votre mot d'ordre, en tout cas le mot d'ordre de Moïse Katumbi, parce que l'Ensemble pour le changement propose un budget de 100 milliards de dollars pour 5 ans. L'UNC a 100,16 milliards, je crois. C'est 116 milliards, hein? 114 milliards de dollars, j'y arrive. Vous proposez quoi pour vos électeurs, futurs électeurs qui sont à Ngaba, une commune? Il y a des sachets, il y a tout, l'Oudjana partout. Vous proposez quoi? Ce qui est déplorable, ils sont là en train de parler de Ngaba, quartier de Koulouna, quartier de Voyou, mais il n'y a pas de solution concrète pour changer cette situation. Une fois élu député provincial à Ngaba, je vais proposer des lois qui feront en sorte qu'il y ait création des écoles et des centres de formation afin de décourager la délinquance en Ngaba. Nous allons encourager le jeune de Ngaba à se faire instruire, à avoir accès à l'éducation, à aller à l'école, à créer le métier même pour mettre fin à ces phénomènes de Koulouna. Oui, comment faites-vous concrètement? Je vais proposer un budget qui fera qu'il y ait création des écoles en Ngaba. Je vais proposer un budget au niveau du gouvernement provincial, de sorte qu'il y ait création des zones de santé, parce que la population de Ngaba connaît aussi un sérieux problème de santé, suite à son environnement qui est malsain. Et en plus, je vais proposer un budget pour qu'il y ait création de infrastructures. Je vais proposer un budget pour qu'il y ait création de routes et réhabilitation des routes en Ngaba. Vous avez déjà un budget, on connaît, c'est 114 milliards de dollars. Quand on calcule, on est autour de 25 milliards de dollars par an. Et la proportion pour l'éducation, pour mettre fin aux antivaleurs, ça serait quoi pour l'INC? Pour l'INC d'abord, je suis fier de mon président qui est en train de lutter pour que nous puissions conquérir les pouvoirs. Vous aurez le temps de faire campagne, nous n'aimerons pas avoir de problème avec le CSAC. Je ne fais pas campagne, c'est un monsieur qui a beaucoup de valeurs. Nous pouvons le prendre comme modèle, parce qu'un acteur politique, c'est un modèle. Vous proposez quoi, madame? Parce que je suis vraiment arrivé à la fin de mon émission. Vous proposez quoi? Le budget, 114 milliards de dollars, ça autour de 25 milliards de dollars chaque année. Combien pour l'éducation? En tout cas, pour l'éducation, nous devons donner au moins un quart de notre budget.
Parce que l'éducation, c'est ça même le socle du développement. C'est ça la vie. On y reviendra. Je rappelle que le budget en France, le budget de l'éducation en France est le budget le premier budget. Hein, après le premier, après, et c'est justement l'armée qui vient juste après. Nous, on est autour de 16% et qui est difficilement atteignable par les responsables politiques. Madame Christiane, vous êtes éducatrice apparemment, vous êtes psychologue de formation. Qu'est-ce que vous faites sur ce secteur? Quel est le budget que vous proposez, que propose votre candidat d'abord, c'est qui à l'élection présidentielle? Vous ne voulez pas vous prononcer? Le mot d'ordre n'est pas encore arrivé, je comprends. Vous proposez quoi? Quel sera le budget? Le budget. Bon, le problème de l'éducation, c'est un grand problème. On ne peut pas donner un budget comme ça. On est en train de faire une étude pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Sur la formation, sur la création des centres, comment payer, comment équiper les écoles, les livres, l'environnement. Donc on est en train d'étudier pour ça. Et ensemble avec les structures internationales, on va réussir. Donc il y a déjà un travail qui est en train de faire avec les gens de notre commune aussi, de notre district. Oui, donc je comprends que vous n'avez pas encore de candidat président, sinon on aurait pu créer une petite polémique sur des chiffres. Je rappelle, il y a 100 milliards de dollars ici, 114 milliards. Mais Madame Rita, AFDC, son candidat n'a pas encore présenté son budget. Avez-vous une idée pour mettre fin aux antivaleurs, promouvoir l'éducation et promouvoir plutôt des valeurs citoyennes dans la société? Il faudrait de l'argent pour ça. Vos propositions et vos souhaits? Mon souhait qu'on puisse créer, on puisse diversifier et créer un peu partout les centres de formation pour la réintégration. Parce que si tout le monde est formé, il n'y aura pas de temps libre, tout le monde sera occupé et mettre en œuvre, mettre en application la théorie apprise. Et je crois qu'on va arriver au résultat positif. Et ça sera certainement votre mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, je salue Madame Christiane Moleka. Elle est de l'UCP, qui veut dire Union des Congolais pour le Progrès. C'est un parti qui s'est défini comme étant du centre, hein? Pas au centre, oui. Au centre politique du terme, mais c'est un parti au milieu de nulle part. Oui. Merci beaucoup. On attendra votre candidat à l'élection pour créer cette polémique sur les chiffres du budget. Alors, je salue également Madame Esther Ntamaluzolo. Elle est médecin. Elle est de l'Union pour la Nation congolaise, un parti politique de l'opposition. Elle est candidate à l'élection des députés provinciales dans la commune de Ngaba. Elle doit se battre pour être la seule, en tout cas, à être élue sur une liste de 47 personnes. Hein. C'est vraiment quelque chose, c'est délicat. Et Madame Rita Matota, elle est de l'UFDC, qui veut dire Alliance de Forces démocratiques du AFDC plutôt, Force démocratique Force démocratique du Congo, voilà. Le parti de ministre Bahati Lukwebo, merci d'avoir accepté en tout cas notre invitation, d'avoir donné vos contributions. Je remercie également Madame Docteur Patricia Foto, qui est de l'Alliance pour le renouveau du Congo, un parti politique de l'opposition. Elle est députée nationale à Lukunga. Elle aussi a fort à faire parce que... Candidate, merci, candidate, parce qu'ils sont là à 660 candidats. Il faut se battre. Merci, bonne chance à vous tous, les prochains élus, et j'espère que vous serez élus. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous qui nous avez suivis. Cette émission est retrouvée à plusieurs rediffusions, plusieurs diffusions également. Merci pour la confiance renouvelée à Débat de la semaine. Au revoir. Au revoir.